quand les amis toxiques de ma femme l'ont convaincue de faire ses valises et de disparaître pendant une semaine pour me donner une leçon, elle pensait que je reviendrais ramper en la suppliant. Au lieu de cela, j'ai pris le téléphone et j'ai passé un appel qui allait bouleverser leur petit jeu. Pendant qu'elle célébrait sa victoire avec ses femmes amères, je prenais des mesures qu'elle n'aurait jamais vues venir. Je m'appelle Michel Dubois. J'ai 42 ans et j'ai passé les 15 dernières années à construire quelque chose que je croyais éternel, non seulement mon mariage avec Céline, mais aussi mon entreprise d'installation de pneus, qui a commencé comme un simple atelier et s'est transformé en un réseau de 5 succursales à travers Lyon. J'ai travaillé d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ma famille, ma femme, Céline, qui a 39 ans, notre fils de 16 ans, Damien, et notre fille de 12 ans, Émilie. L'ironie est que le succès est peut-être ce qui nous a détruits. Quand je luttais pour faire décoller le premier atelier, en travaillant 16 heures par jour avec de la graisse sous les ongles, Céline et moi étions solides. Nous formions une équipe. Elle m'apportait à dîner à l'atelier, m'aidait avec la comptabilité, et balayait même le sol quand j'étais trop épuisé pour le faire moi-même. Mais à mesure que l'entreprise grandissait et que l'argent commençait à affluer, quelque chose a changé. Céline a obtenu un emploi à la banque du centre-ville. Elle disait vouloir sa propre carrière, sa propre identité. J'ai soutenu cela complètement. Je voulais qu'elle soit heureuse, qu'elle ait quelque chose à elle. Ce que je n'attendais pas, c'est qu'elle se trouverait un tout nouveau groupe d'amis qui semblait déterminé à détruire tout ce que nous avions construit ensemble. La première fois que j'ai rencontré Véronique Chevalier, j'ai su qu'elle attirait les ennuis. Elle est entrée dans notre maison comme si l'endroit lui appartenait, portant des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité hypothécaire de la plupart des gens. Elle avait des ongles perfectly manucurés, un sac de créateur et une attitude qui criait le privilège. Elle avait 45 ans, avait divorcé 2 fois et semblait tirer fierté de ses 2 échecs comme s'il s'agissait d'accomplissements. Véronique avait cette façon de parler à Céline qui me donnait la chair de poule. Elle faisait ses petits commentaires sur la façon dont Céline gâchait son potentiel et comment elle méritait mieux que d'être attachée à un mari et des enfants. Elle parlait de ses propres divorces comme s'il s'agissait de victoires, se vantant de la somme d'argent qu'elle avait obtenue de chaque ex-mari. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Toute femme qui célèbre la destruction de mariage ne devrait pas être la bienvenue dans la vie d'une femme mariée. Mais Céline buvait ses paroles comme si c'était l'évangile. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut graduel, comme regarder un accident de train au ralenti. Céline a commencé à rentrer plus tard après le travail, affirmant qu'elle passait des soirées entre filles avec ses nouvelles amies. Elle a commencé à remettre en question tout ce que je faisais, de la façon dont je dirigeais mon entreprise à la façon dont je disciplinais nos enfants. Elle lançait des phrases qui ressemblaient exactement à des choses que Véronique dirait. L'entreprise de pneus était en plein essor, et honnêtement, ce succès m'a peut-être aveuglé sur ce qui se passait à la maison. En 2023, j'avais 5 succursales qui tournaient comme une horloge, chacune générant des revenus importants. Mon atelier d'origine sur la rue principale était devenu le fleuron, mais les nouvelles succursales en banlieue étaient celles où se trouvait le véritable argent. Les mères de famille avec leur SUV, les entrepreneurs avec leurs camions lourds, ils avaient tous besoin de pneus, et mes ateliers fournissaient un service de qualité à des prix équitables. Damien avait commencé à travailler à temps partiel à la succursale du centre-ville, apprenant le métier depuis la base, tout comme je l'avais fait. Le gamin était adroit et n'avait pas peur de travailler dur. Je me disais qu'il pourrait reprendre l'entreprise un jour, pour que le nom Dubois reste fort. Émilie était encore concentrée sur l'école et son équipe de football, mais elle passait parfois aux ateliers, charmant les clients avec ce sourire qui me rappelait tellement sa mère. C'est la chose qui faisait le plus mal. Céline avait l'habitude de me sourire comme ça. À nos débuts, quand l'argent se faisait rare et que nos rêves étaient grands, elle me regardait comme si je pouvais conquérir le monde. Maintenant, quand elle daignait me regarder, c'était avec cette froide indifférence qui coupait plus profondément que n'importe quelle dispute. Le changement est devenu évident lors de nos dîners en famille. Nous avions l'habitude de parler de tout, les activités scolaires des enfants, les projets d'entreprise, les voyages de fin de semaine. Désormais, Céline restait assise là à picorer sa nourriture, participant à peine aux conversations. Quand elle prenait la parole, c'était généralement pour critiquer quelque chose que j'avais fait ou dit. Un soir, Damien nous parlait d'un recruteur universitaire qui avait appelé au sujet de ses notes et de ses performances sportives. Le garçon était excité, parlant de peut-être obtenir une bourse pour jouer au rugby. J'étais extrêmement fier,
prêt à célébrer cela, mais Céline a simplement haussé les épaules et a dit que l'université coûtait cher, et que peut-être qu'il devrait plutôt envisager un IUT ou un BTS. Je l'ai fixé avec incrédulité. C'était de l'avenir de notre fils dont nous parlions, et elle agissait comme si ses rêves n'avaient aucune importance. Quand je lui ai fait remarquer que nous pouvions nous permettre de l'envoyer où il le souhaitait, grâce à l'entreprise que j'avais construite, elle a levé les yeux au ciel et a marmonné quelque chose sur le fait de jeter l'argent par les fenêtres. Plus tard cette nuit-là, j'ai essayé de lui en parler. J'ai demandé à Céline ce qui se passait vraiment, pourquoi elle semblait si malheureuse tout le temps. Elle m'a répondu que je ne comprendrais pas car j'étais trop concentré sur le travail pour remarquer ce qui se passait dans notre famille. Selon elle, je négligeais mes responsabilités de mari et de père. Cela m'a blessé parce que je savais que ce n'était pas vrai. Tout ce que je faisais, c'était pour cette famille. Chaque matin tôt, chaque nuit tardive dans les ateliers, chaque décision commerciale que je prenais avait pour but de donner à ma femme et à mes enfants la meilleure vie possible. Mais d'une manière ou d'une autre, dans l'esprit de Céline, mon succès était devenu un échec. J'ai commencé à prêter plus d'attention après cette conversation, et ce que j'ai vu m'a fait peur. Ma femme devenait une étrangère, et je n'avais aucune idée de comment la récupérer. Ma mère, Éléonore, n'avait jamais eu la langue dans sa poche, et à 67 ans, elle n'allait certainement pas commencer maintenant. Elle avait observé les changements chez Céline avec l'œil aiguisé d'une femme qui avait vu sa part de déception dans la vie. Quand elle m'a demandé de passer prendre un café un samedi matin, je savais qu'elle avait quelque chose en tête. Éléonore Dubois était assise à sa table de cuisine, la même où elle m'avait nourri au petit déjeuner pendant 18 ans avant que je ne déménage. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés, et ses yeux bleus avaient ce regard déterminé dont je me souvenais de mon enfance quand elle avait quelque chose d'important à dire. « Michel, nous devons parler de ta femme », a-t-elle dit, sans s'embarrasser de bavardage. J'ai soupiré et pris place en face d'elle. « Maman, s'il te plaît, ne commence pas. » « Ne pas commencer quoi ? À me soucier de mon fils et de mes petits-enfants ? » Éléonore a versé du café dans ma tasse préférée, celle avec « meilleur fils du monde » qu'elle m'avait offerte des années auparavant. J'ai observé Céline, et cette femme n'est plus la même personne que tu as épousée. Elle avait raison, mais l'entendre à voix haute rendait la chose réelle d'une manière pour laquelle je n'étais pas prêt. Le mariage a ses hauts et ses bas, maman. Tu le sais bien. Éléonore a renâclé. Les hauts et les bas sont une chose. Les changements complets de personnalité en sont une autre. Dimanche dernier à l'église, Céline n'a presque adressé la parole à personne. Elle avait l'habitude d'illuminer toute cette congrégation avec son sourire. Maintenant, elle agit comme si être là était une sorte de punition. Cela a fait mouche parce que je l'avais remarqué, moi aussi. Céline adorait notre communauté paroissiale, se portant volontaire pour chaque vente de pâtisserie et collecte de fonds. Maintenant, elle se plaignait de devoir y aller, disant que c'était une perte de temps. La semaine dernière encore, elle avait levé les yeux au ciel quand le père Martin lui avait demandé son aide pour la collecte de fonds des jeunes. Et ses amis qu'elle fréquente, a continué Éléonore, sa voix prenant un ton plus tranchant. Cette femme, Chevalier, particulièrement. J'ai entendu des choses sur elle en ville, Michel. Elle est un poison, et elle le répand sur ta femme. Je me suis adossé à ma chaise, sentant le poids de tout ce que j'avais essayé d'ignorer. Quel genre de choses ? Le genre qui détruit les familles, a dit ma mère fermement. Elle se vante de ses divorces comme s'il s'agissait de trophées. Elle tire une fierté de la somme d'argent qu'elle a obtenue de chaque mari. Les femmes comme ça ne supportent pas de voir d'autres personnes heureuses en mariage parce que cela leur rappelle leurs propres échecs. Éléonore a tendu le bras par-dessus la table et a attrapé ma main avec une force surprenante. Mon fils, tu dois te battre pour ta famille avant qu'il ne soit trop tard. Cette femme remplit la tête de Céline de bêtises, et si tu n'y mets pas un terme, tu vas perdre tout ce pour quoi tu as travaillé. Le café a refroidi pendant que ma mère continuait, me racontant des conversations qu'elle avait surprises à l'épicerie, des avertissements d'autres femmes de la communauté concernant l'influence de Véronique. Cela brossait un tableau que je ne voulais pas voir mais que je ne pouvais plus ignorer. Ton père, que Dieu ait son âme, aurait tapé du poing sur la table la première fois qu'une semeuse de troubles aurait essayé de s'immiscer entre nous, a dit Éléonore. Parfois, être un bon mari signifie protéger son mariage des personnes qui veulent le détruire, même si l'une de ces personnes est ta propre femme. J'ai conduit jusqu'à la maison ce jour-là avec les mots de ma mère résonnant dans ma tête, sachant qu'elle avait raison mais sans être sûr d'être prêt pour la bataille qui s'annonçait.
La confrontation est arrivée plus tôt que prévu. Je suis rentré tôt de l'atelier du quartier ouest, espérant passer du temps de qualité avec ma famille. Au lieu de cela, je suis entré dans ce qui ressemblait à une séance de thérapie de l'enfer. Céline était assise dans notre salon avec Véronique et deux autres femmes que je ne reconnaissais pas, et elles disséquaient des mariages comme des chirurgiens avec des scalpels. Le problème avec les hommes, disait Véronique, faisant tourner son verre de vin comme si elle participait à un événement mondain chic, c'est qu'ils pensent que fournir de l'argent est la même chose qu'être un bon mari. Ils travaillent toute la journée et s'attendent à ce que nous soyons reconnaissantes pour les miettes qu'ils nous jettent. L'une des autres femmes, une rousse que je n'avais jamais vue auparavant, a ri amèrement. Ne m'en parlez pas. Mon ex pensait que m'acheter des bijoux compenserait le fait de m'ignorer le reste de l'année, comme si un bracelet en diamant était censé remplacer une véritable conversation. La troisième femme, blonde et probablement au début de la quarantaine, hochait la tête avec enthousiasme. Ils utilisent le travail comme excuse pour éviter une véritable intimité. Désolé chérie, je ne peux pas parler maintenant. Je dois subvenir aux besoins de la famille. Pendant ce temps, nous mourons de solitude à l'intérieur. Je suis resté dans le couloir à écouter ces femmes démolir l'institution du mariage avec l'enthousiasme d'adolescentes cancanant sur leurs camarades de classe. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est d'entendre la voix de Céline s'y joindre. Michel pense que parce que son entreprise de pneus prospère, il est automatiquement un bon père et un bon mari, a dit ma femme, sa voix portant un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Mais le succès ne signifie rien si vous n'êtes pas disponible émotionnellement. Il rentre à la maison en s'attendant à ce que le dîner soit sur la table et à recevoir des éloges pour avoir travaillé dur, comme si c'était tout ce qui comptait dans le mariage. Disponible émotionnellement ? J'ai travaillé d'arrache-pied pour qu'elle puisse avoir tout ce qu'elle désirait. Je n'ai jamais manqué une rencontre entre parents et professeurs. Je n'ai jamais manqué un match de football d'Émilie ou un tournoi de rugby de Damien. J'emmenais la famille en vacances chaque année et je m'assurais qu'ils aient ce qu'il y a de mieux en tout. Quand cela avait-il cessé d'être suffisant ? La voix de Véronique a percé mes pensées. Les hommes comme lui sont des contrôleurs, Céline. Ils utilisent la sécurité financière comme une laisse pour vous garder dépendante. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet ? Allez-vous passer le reste de votre vie à être reconnaissante pour des restes, ou allez-vous exiger ce que vous méritez ? C'est à ce moment-là que j'en avais assez entendu. Je suis entré dans le salon, et la conversation s'est arrêtée comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton sourdine. 4 paires d'yeux se sont tournés vers moi, et j'ai eu l'impression d'avoir interrompu quelque chose dont je n'étais pas censé être témoin. « Mesdames, ai-je dit, gardant une voix calme et polie malgré la colère qui montait dans ma poitrine, j'espère que vous passez une agréable visite. » Véronique a souri, de ce sourire faux qui lui était propre, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. « Michel, nous avions juste une discussion entre filles. Rien qui puisse t'intéresser, j'en suis sûr. » En fait, ça semblait plutôt intéressant d'où je me tenais, ai-je répondu, soutenant directement son regard. Surtout la partie sur les contrôleurs et les laisses. Souhaitez-vous développer ? La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée au couteau. Le visage de Céline est devenu rouge, soit de gêne, soit de colère, je ne pouvais pas dire lequel. Les deux autres femmes se sont soudainement beaucoup intéressées à leur verre de vin. Nous devrions probablement y aller, a dit la rousse, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenaient les choses. Merci pour le vin, Céline. Après leur départ, rassemblant leurs sacs à main avec la vitesse de personnes fuyant une scène de crime, Céline s'est retournée contre moi comme si j'avais commis un crime terrible. Comment oses-tu m'embarrasser comme ça devant mes amis, a-t-elle sifflé. T'embarrasser ? J'ai dévisagé ma femme avec incrédulité. Je rentre à la maison pour te trouver en train de parler de notre mariage comme s'il s'agissait d'une peine de prison. Comment penses-tu que cela m'a fait me sentir ? Le pire dans le fait de regarder son mariage s'effondrer n'est pas les nuits blanches ou la froideur, c'est de voir ses enfants essayer de naviguer dans les décombres tout en faisant semblant que tout est normal. Damien et Émilie n'étaient pas stupides. Ils pouvaient ressentir la tension dans la maison, voir comment leur mère avait changé, et entendre les disputes qui cessaient à l'instant où ils entraient dans une pièce. Damien a commencé à passer plus de temps à l'atelier de pneus, affirmant qu'il voulait mieux apprendre le métier, mais je connaissais la vraie raison, la maison n'était plus confortable. Le gamin se pointait après l'école, prenait une clé à molette et travaillait sur n'importe quel projet qui nécessitait d'être fait. Nous travaillions côte à côte dans un silence complice, évitant tous les deux le problème évident. « Papa,
a-t-il dit un après-midi pendant que nous faisions la permutation des pneus sur la voiture de Madame Hérault, est-ce que tout va bien entre toi et maman? J'ai arrêté ce que je faisais et j'ai regardé mon fils de 16 ans, ce jeune homme qui était déjà plus grand que moi et qui avait les yeux de sa mère. Comment expliquez-vous à votre enfant que la femme qu'il a élevée devenait quelqu'un que vous ne reconnaissiez plus? Ta mère traverse des changements, mon fils, ai-je finalement dit. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour comprendre les choses. Damien a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il ne croyait pas à cette réponse diplomatique. Elle est différente maintenant. Elle avait l'habitude de poser des questions sur mes matchs de rugby, de m'aider avec mes devoirs. Maintenant, elle lève à peine les yeux de son téléphone quand je lui parle. Cela a fait mal parce que c'était vrai. Céline avait été le genre de mère qui préparait des biscuits faits maison pour les événements scolaires et connaissait tous les amis de Damien par leur nom. Maintenant, elle agissait comme si être parent était un désagrément qui interrompait sa vie sociale. Émilie le vivait différemment. Ma fille de 12 ans avait commencé à avoir ce qu'elle appelait des maux de ventre qui la gardaient à la maison au lieu d'aller à l'école. Le conseiller scolaire avait appelé la semaine dernière, préoccupé par la baisse des notes d'Émilie et son retrait des activités qu'elle aimait auparavant. Quand j'en ai parlé à Émilie, assise sur son lit entourée de trophées de football et d'animaux en peluche, elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Pourquoi maman ne nous aime plus ?» a-t-elle demandé. La question m'a frappé comme un camion. « Ma chérie, maman t'aime beaucoup. Elle est juste confuse en ce moment. Elle ne vient plus jamais à mes matchs, » a murmuré Émilie, et quand j'essaie de lui parler de l'école, elle dit qu'elle est trop occupée ou fatiguée. J'ai serré ma fille contre moi, sentant son petit corps trembler de sanglots silencieux. Il ne s'agissait plus seulement de Céline et moi. Ces femmes toxiques n'étaient pas seulement en train de détruire mon mariage, elles détruisaient la relation de mes enfants avec leur mère. Cette nuit-là, après que les 2 enfants se soient endormis, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas contrôler ce que Céline choisissait de faire ou qui elle choisissait d'écouter, mais je pouvais protéger mes enfants des retombées. Ils méritaient mieux que de marcher sur des œufs dans leur propre maison. La découverte s'est faite par accident, comme c'est généralement le cas pour ces choses-là. J'équilibrais les comptes de notre entreprise quand j'ai remarqué une activité inhabituelle sur notre compte chèque personnel conjoint, des retraits importants, des transferts que je ne reconnaissais pas, et des paiements à des endroits dont je n'avais jamais entendu parler. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une usurpation d'identité ou d'une sorte d'erreur bancaire. Puis j'ai commencé à creuser plus profondément. Il y avait un transfert de 4 500 € vers quelque chose appelé « consultante chevalier », un autre de 2 800 € vers un spa dans le département voisin, et 1 800 € pour ce qui ressemblait à une folie d'achat dans une boutique du centre-ville. Tout cela s'était produit au cours des 6 derniers mois, et tout avait été autorisé par Céline. J'étais assis dans mon bureau à l'atelier principal, fixant des relevés bancaires qui racontaient l'histoire d'une trahison financière. Ma femme avait systématiquement déplacé de l'argent hors de nos comptes, le dépensant pour Dieu sait quoi sans m'en dire un mot, de l'argent qui était censé être destiné aux fonds universitaires des enfants, à notre retraite, aux urgences. Le paiement à consultante chevalier est ce qui m'a vraiment fait bouillir le sang. J'ai passé quelques appels et j'ai découvert qu'il ne s'agissait pas du tout d'une entreprise de conseil, c'était le compte personnel de Véronique. Céline payait cette femme, la payait littéralement, pour détruire notre mariage. Quand j'ai confronté Céline ce soir-là, elle n'a même pas essayé de le nier. « Et alors si j'ai dépensé un peu d'argent » a-t-elle dit, croisant les bras de manière provocante. « La moitié de tout ce que tu gagnes m'appartient de toute façon. Je ne devrais pas avoir à demander la permission pour dépenser mon propre argent. » Ton propre argent ? Je l'ai fixé avec incrédulité. Cet argent était pour l'appareil dentaire d'Émilie, pour les dossiers d'inscription à l'université de Damien. Nous avions des projets pour cet argent. Des projets que tu as faits, a rétorqué Céline. Tu décides toujours de tout, Michel, où nous vivons, comment nous dépensons l'argent, ce que les enfants devraient faire. Eh bien, peut-être que je suis fatigué de vivre selon tes projets. Ces projets incluaient de prendre soin de notre famille, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Pourquoi exactement as-tu payé Véronique Chevalier 4 500 €? Le visage de Céline a pâli. Elle ne s'attendait pas à ce que je retrace cette transaction particulière. Cela ne te regarde pas. C'est absolument mon affaire quand il s'agit de notre argent. J'ai sorti les relevés bancaires et les ai étalés sur la table de la cuisine. Regarde ça, Céline. Regarde ce que tu as fait.
Tu as dépensé près de 14 000 € en 6 mois, pourquoi? Des soins au spa, des vêtements de marque, payer une divorcée amère pour te dire à quel point ton mari est terrible? Pendant un instant, j'ai vu quelque chose comme de la honte traverser son visage, mais ensuite son expression s'est de nouveau durcie, et j'ai su que le poison de Véronique avait pénétré trop profondément. Je mérite ces choses, a-t-elle dit. J'ai sacrifié 20 ans de ma vie pour cette famille. Si je veux dépenser de l'argent pour moi pour une fois, c'est mon droit. C'est à ce moment-là que j'ai su que notre mariage était au-delà de tout sauvetage. La femme que j'avais épousée n'aurait jamais volé l'argent de l'avenir de ses enfants pour financer sa crise de la quarantaine. J'aurais dû savoir que quelque chose se préparait quand Céline a commencé à faire ses valises ce mardi matin-là. Elle se déplaçait dans la chambre avec une sorte d'énergie déterminée que je ne lui avais pas vue depuis des mois, pliant ses vêtements comme si elle se préparait au combat plutôt qu'à un simple voyage. « Où vas-tu » ai-je demandé, en la regardant entasser des articles de toilette dans une petite trousse de voyage. Céline n'a pas levé les yeux de ses bagages. « Je vais rester avec Véronique pendant un moment. Nous avons tous les deux besoin d'un peu de temps pour réfléchir à ce que nous voulons vraiment de ce mariage. Nous avons tous les deux besoin de temps. » Je me tenais là, dans mes vêtements de travail, ma tasse de café à la main, essayant de digérer ce que j'entendais. Je ne suis pas celui qui a volé de l'argent et dénigré notre famille auprès d'un groupe de femmes amères et divorcées. Cela a attiré son attention. Elle s'est redressée et m'a lancé un regard qui aurait pu geler l'enfer. « C'est exactement de cela que je parle, Michel, a-t-elle dit, fermant la valise avec des gestes brusques et en colère. Tu dois toujours avoir raison. Tu dois toujours être la victime. Eh bien, il est peut-être temps que tu apprennes ce que l'on ressent quand on est seul pendant un moment. » J'ai posé mon café sur la commode, sentant quelque chose de froid et définitif s'installer dans ma poitrine. « Alors c'est ce que tes amis t'ont conseillé. Faire tes valises et quitter ta famille pour donner une leçon à ton mari. » Mes amis m'ont dit que je méritais mieux que ça, a rétorqué Céline. Elles m'ont dit que si je disparaissais pendant une semaine, tu réaliserais à quel point tu as besoin de moi et que tu commencerais à me traiter avec le respect que je mérite. Ça y était. Les mauvais amis de ma femme lui avaient dit de partir pendant une semaine pour me donner une leçon, exactement comme ma mère m'avait prévenu qu'elle le ferait. Ces femmes avaient transformé l'abandon de sa famille en une sorte de jeu de pouvoir. Et si je ne reviens pas en rampant, te suppliant de revenir, ai-je demandé, en gardant une voix ferme. L'assurance de Céline a vacillé pendant une seconde, mais elle a ensuite relevé le menton avec défi. Alors je suppose que nous saurons tous les deux à quoi nous en tenir. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte de la chambre, s'arrêtant seulement pour porter ce qu'elle pensait clairement être son coup de grâce. « Damien et Émilie vont rester avec ta mère pendant mon absence, a-t-elle dit. J'ai déjà tout arrangé. De cette façon, tu pourras te concentrer sur tes erreurs sans aucune distraction. » J'ai regardé ma femme sortir de notre chambre, j'ai entendu ses pas dans les escaliers, et j'ai écouté la porte d'entrée claquer derrière elle. Ensuite, je me suis assis sur le bord du lit que nous avions partagé pendant 15 ans et j'ai essayé de comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Mais alors que j'étais assis là, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Au lieu de la panique ou du désespoir que Céline et ses amis attendaient probablement, j'ai ressenti tout autre chose, du soulagement. Pour la première fois depuis des mois, la maison était silencieuse. La tension avait disparu. La marche constante sur des œufs était terminée. Peut-être que cette semaine de séparation donnerait une leçon à quelqu'un, en effet, mais pas la leçon à laquelle Céline s'attendait. Après le départ de Céline, j'ai appelé ma mère pour lui faire savoir que les enfants allaient venir rester avec elle. La voix d'Éléonore était grave mais peu surprise quand j'ai expliqué la situation. « Je t'avais dit que ça arriverait, mon fils, a-t-elle dit. Cette femme pense qu'elle peut te manipuler comme elle a manipulé tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» J'ai regardé autour de la maison qui semblait soudainement différente sans la présence de Céline, plus propre, d'une certaine manière, moins toxique. « Je vais appeler un avocat, maman. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? » « Je suis sûr que c'est ce que je dois faire, ai-je répondu. Céline a fait son choix quand elle a décidé de laisser ses amis la retourner contre sa propre famille. Si elle veut jouer à des jeux, elle est sur le point d'apprendre que je ne joue pas quand il s'agit de protéger mes enfants. Après avoir raccroché avec ma mère, je me suis assis dans mon bureau à domicile et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé devoir faire, j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce dans notre région.
L'ironie ne m'échappait pas. Pendant que Céline fêtait probablement sa liberté chez Véronique, je prenais des mesures pour rendre cette liberté permanente. Le cabinet d'avocats Bernard et Associés avait de bonnes critiques et une solide réputation pour le traitement de divorces complexes impliquant des actifs commerciaux. J'ai pris rendez-vous pour l'après-midi même, me disant que si j'allais le faire, autant bien le faire. Jacques Bernard était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux gris, avec le genre de calme qui suggérait qu'il avait vu toutes les variations imaginables de désastres conjugaux. Son bureau était tapissé de livres de droit et de photos de famille, le genre d'endroit qui inspirait confiance aux personnes confrontées aux pires jours de leur vie. « Parlez-moi de votre situation, Michel, a-t-il dit, en s'adossant à sa chaise en cuir. J'ai exposé toute l'histoire, la transformation de Céline, les amis toxiques, la trahison financière et, enfin, l'ultimatum de ce matin. Bernard a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes juridique. « Combien de succursales commerciales avez-vous » a-t-il demandé quand j'ai terminé. « 5 centres d'installation de pneus, tous rentables. L'entreprise vaut environ 1 800 000 €, peut-être plus. » Bernard a hoché la tête. « Et votre femme a systématiquement déplacé de l'argent hors de vos comptes ? Près de 14 000 € sur 6 mois, pour ce que j'en sais. » « Nous pouvons travailler avec ça, » a-t-il dit, son ton devenant plus professionnel. Dans les cas impliquant une mauvaise conduite financière et l'abandon du domicile familial, les tribunaux français ont tendance à être favorables aux conjoints lésés, surtout quand des enfants sont impliqués. J'ai signé un accord d'honoraires cet après-midi-là. En sortant du bureau de Bernard avec les papiers du divorce dans ma mallette, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, le contrôle. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais celui qui agissait au lieu de simplement réagir au comportement de plus en plus erratique de Céline. Les amis de ma femme lui avaient dit de partir pendant une semaine pour me donner une leçon. Eh bien, elles étaient sur le point d'apprendre ce qui se passe quand on s'en prend à un homme qui en a assez de leur petit jeu. Le vendredi après-midi, exactement 5 jours après le départ de Céline, elle est revenue. J'étais dans mon bureau à domicile en train d'examiner les papiers du divorce que Bernard avait préparés, quand j'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée. Le bruit de ses talons claquant sur le parquet a résonné à travers la maison comme des coups de feu. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau, ayant l'air de s'attendre à ce que je saute sur mes pieds et l'enlace avec soulagement. Au lieu de cela, je suis resté assis à mon bureau, l'observant avec l'intérêt détaché que l'on pourrait porter à une étrangère. « Je suis de retour » a-t-elle annoncé, comme s'il s'agissait d'une sorte de cadeau qu'elle m'offrait. « Je vois ça » ai-je répondu, en fermant le dossier contenant les documents de divorce. « Comment se sont passées tes vacances ?» Le ton désinvolte de ma voix a semblé la déstabiliser. Elle s'était probablement attendue à des larmes, des excuses, peut-être un discours désespéré sur combien elle m'avait manqué. « Ce n'était pas des vacances, Michel, » a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton tranchant que j'avais appris à détester. C'était du temps pour nous deux afin de réfléchir à ce que nous voulons vraiment de ce mariage. Je me suis adossé à ma chaise, étudiant la femme avec laquelle j'avais autrefois pensé passer ma vie. « Et qu'as-tu décidé de vouloir, Céline ? » « Je veux que les choses changent, » a-t-elle dit, en croisant les bras. « Je veux que tu arrêtes de me considérer comme acquise. Je veux que tu apprécies ce que tu as avant qu'il ne soit trop tard. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rire, pas un rire heureux, mais le genre de rire qui survient quand on réalise à quel point une situation est devenue ridicule. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» a exigé Céline. Je me suis levé et j'ai marché vers mon classeur, en sortant une enveloppe Kraft. « Ce qui est drôle, c'est que tu as vraiment cru que ce petit coup d'éclat fonctionnerait. Tu as pensé que si tu disparaissais pendant une semaine, je reviendrais en rampant, te suppliant de rester. Ne t'ai-je pas manqué du tout, a-t-elle demandé, et pour la première fois depuis son retour, j'ai perçu de l'incertitude dans sa voix. Tu sais ce qui m'a manqué, Céline ? La femme que j'ai épousée m'a manqué, celle qui n'aurait jamais volé l'argent de l'avenir de ses enfants, celle qui n'aurait pas laissé un groupe de femmes divorcées et amères la convaincre d'abandonner sa famille. Je lui ai tendu l'enveloppe. Ce sont les papiers du divorce. Je les ai déposés mercredi matin, juste après que tu sois parti pour me donner cette leçon. Le visage de Céline est devenu blanc alors qu'elle ouvrait l'enveloppe. Sa main tremblait en lisant la première page. « Tu bluffes » a-t-elle murmuré. « Tu ne vas pas vraiment divorcer pour ça. » Je ne bluffe pas, Céline. Le mariage est terminé. Tes amis ont obtenu exactement ce qu'elles voulaient,
un autre divorce à ajouter à leur collection. Elle a fait tomber les papiers et a attrapé mon bras. Michel, je t'en prie. Nous pouvons arranger ça. Je vais arrêter de les voir. Je vais changer. Mais je me suis doucement dégagé de son contact. Il est trop tard pour ça. Tu as fait ton choix quand tu as préféré leur poison à notre famille. Le divorce a mis 8 mois à être finalisé, mais ce furent 8 mois de clarté au lieu de confusion. Céline s'est battue au début, essayant de prétendre que j'étais déraisonnable et cruel, mais quand les dossiers financiers ont été révélés lors de la procédure de communication des pièces, montrant exactement combien d'argent elle avait volé et où il était allé. Son avocat lui a conseillé de régler l'affaire rapidement. J'ai gardé toute l'entreprise et notre maison. Céline a obtenu un règlement équitable mais rien à voir avec ce qu'elle aurait reçu si elle n'avait pas été prise en flagrant délit de vol sur nos comptes. Le juge n'a été particulièrement pas impressionné par son explication selon laquelle l'argent était destiné à l'épanouissement personnel et à la découverte de soi. Damien a choisi de vivre avec moi à temps plein. À 17 ans, il était assez grand pour prendre cette décision, et il avait vu suffisamment du comportement de sa mère pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Il travaille à l'atelier principal tous les jours après l'école maintenant, apprenant le métier depuis la base. Émilie partage son temps entre les deux maisons, mais elle passe la plupart des soirs de semaine avec moi. Céline essaie d'être une bonne mère quand elle les a, mais les dommages causés à leur relation sont profonds. Les enfants n'oublient pas quand un parent choisit des amis toxiques plutôt que la famille. Quant à moi, je m'en sors mieux que prévu. L'entreprise est florissante. Il s'avère que ne pas avoir quelqu'un qui sape constamment votre confiance est bon pour la productivité. J'ai ouvert une 6e succursale et embauché 3 nouveaux employés. Environ 6 mois après que le divorce ait été prononcé, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Aurélie Thomas a 30 ans, travaille comme infirmière à l'hôpital pour enfants, et n'a jamais été mariée. Elle est gentille, d'un grand soutien et s'intéresse sincèrement à mes enfants et à mon entreprise. Plus important encore, elle n'a pas d'amis divorcés et amers qui lui remplissent la tête de poison sur les hommes et le mariage. Nous prenons les choses lentement, mais pour la première fois depuis des années, je suis optimiste pour l'avenir. Damien l'aime bien, et Émilie s'habitue progressivement à elle. C'est tout ce que je peux demander. Céline est toujours amie avec Véronique Chevalier et le reste de ce groupe toxique. D'après ce que j'entends en ville, elle sort avec un gars de 15 ans plus jeune qu'elle et vit dans un minuscule appartement de l'autre côté de la ville. Véronique l'a convaincue qu'elle vivait sa meilleure vie, mais les rares fois où j'ai vu Céline lors d'événements scolaires, elle a l'air fatiguée et plus vieille que son âge. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont les choses se sont terminées, si j'aurais aimé me battre davantage pour sauver le mariage. La réponse est non. Un mariage est censé être un partenariat entre deux personnes qui se respectent mutuellement et travaillent vers des objectifs communs. Ce que j'avais avec Céline à la fin n'était pas un mariage, c'était une prise d'otage. Mon conseil à tout homme traversant une situation similaire est simple, ne laissez pas des personnes toxiques empoisonner votre famille. Si votre conjoint choisit des amis amers plutôt que votre mariage, croyez ce qu'elle vous montre et protégez-vous en conséquence. Parfois, la leçon que quelqu'un essaie de vous enseigner n'est pas la leçon qu'il avait prévue.